porte sur l'histoire de la libération de Metz en 1944 par les troupes américaines. L'exposition en fait a été faite dans le cadre de l'année Kirby que le département de la Moselle organise sur l'intégralité de ses sites Moselle Passion et qui ici rend particulièrement hommage au débarquement américain en Moselle les 8 et 10 septembre 1944. Donc l'exposition que l'on présente là montre en détail les mouvements de troupes américaines, permet également de comprendre que ce mouvement, que cette bataille qui a été menée contre l'armée nazie était très très importante puisque c'est ce qui a permis plus tard la libération de Metz et qui a coûté aux GIs la perte de à peu près 945 hommes, ce qui fait de la bataille de Dorno-Corny la deuxième bataille dans laquelle les troupes américaines perdent le plus d'hommes. Voilà, alors je me permets juste de préciser, l'année Kirby, c'est Jack Kirby qui est un grand dessinateur de bande dessinée américaine qui faisait partie des troupes au moment de l'arrivée sur Metz. Donc vous parliez de ce combat, moi j'ai lu que ça avait été aussi considéré comme l'Omaha Beach lorrain. Vous pouvez nous dire pour quelle raison, s'il vous plaît, parce que vous avez dit 900 morts, mais vraiment sur une courte période, c'est incroyable. Ouais. Alors, en fait, l'Omaha Beach lorrain, tout simplement parce que, d'une part, c'est le deuxième débarquement sur l'eau que les troupes américaines organisent en France. Le premier, c'était le fameux débarquement en Normandie que l'on connaît tous. Et la seconde fois où l'armée américaine en France est obligée de traverser de l'eau, d'utiliser des barques et du matériel spécial pour les combats aquatiques, ça va être en Moselle. Voilà. Et ça fait partie de ces choses que l'on a totalement oubliées. Et c'est ce qui va causer justement la perte d'autant d'hommes pour l'armée américaine. Tout simplement parce que les Américains ne s'attendaient pas à ça, pensaient pouvoir avancer sur des routes comme sur le reste du pays, et se sont fait surprendre justement ici par le jeu des vallées, par également les nombreux cours d'eau qui passent par ici, de la petite rivière, le ruisseau, etc. Et donc ont dû s'organiser totalement. Et la deuxième chose en fait qui rend cette bataille comparable à Omaha Beach, c'est tout simplement le nombre de pertes. Donc on dit 945 hommes tués ou blessés, mais on ne compte pas dedans les disparus. En tout et pour tout, on sait qu'il y a vraiment 1200 soldats américains qui ont péri ou qui ont disparu dans cette bataille. Et qui est dû justement au lieu très particulier et au fait également que prendre la tête de pont de Dorno permettait de faire reculer de manière nette l'armée ennemie et de pouvoir ensuite reprendre Metz et pousser jusqu'à la frontière et dépasser Apac et arriver en Allemagne. Ce que je trouve comparable à la guerre 14-18, je ne sais pas si vous serez d'accord, on parlait de Dorno, c'est une petite commune qui est à 10 minutes d'ici, et ça a été vraiment une boucherie, tout simplement parce que c'est l'entêtement des supérieurs qui voulaient faire passer les troupes dans le petit village, si je ne me trompe pas, et il y avait une seule rue principale, c'est ce que j'en ai lu, où il y a eu tous les blindés, les soldats qui sont retrouvés ensemble de différentes infanteries. Je vous laisse nous raconter un petit peu, mais c'est quand même assez incroyable, c'est quand même des ordres de fous qu'on pouvait avoir aussi pendant la guerre 14-18. Alors, des ordres de fous, oui et non, en fait. Ils n'étaient pas sur le terrain. Voilà, c'est ça. On va dire ça. Et la situation très très particulière, on passe ici d'un combat qui va être un combat en plein milieu rural, avec la campagne, avec les champs et tout ça, à l'arrivée dans une petite commune, donc on passe au combat urbain. C'est une deuxième manière de se battre, c'est une deuxième sorte de stratégie militaire qui doit se mettre en place. On est un peu décontenancé, on ne sait pas vraiment comment avancer puisque les plans ne sont pas forcément tous à jour et que les plans les plus réalistes finalement ont été établis par l'armée allemande au moment de la Seconde Guerre. Et là, comme vous parliez tout à l'heure de Dorno, en effet ça va être un des pires lieux dans lesquels l'armée américaine va devoir se battre. On va se battre pendant 72 heures à l'intérieur, donc du 8 au 10 septembre, comme je disais tout à l'heure, et la bataille ne va pas s'arrêter un seul instant. Ça canarde dans tous les coins, ça tire en permanence, on lance des grenades, enfin, c'est une explosion permanente. Et c'est ce qui fait en fait que Jack Kirby va appeler une des parties des Losers, donc sa fameuse bande dessinée, ce fameux comics qui va tirer de son expérience militaire en France, le titre donc 72 heures en enfer, où une petite place en enfer en parlant vraiment de Dorno. C'est vraiment montrer la portée que ça a pu avoir et ça montre également l'état meurtrier et l'état
dangereux finalement, enfin, tout simplement, qui a pu avoir là. Aucun militaire américain qui en plus n'était pas forcément préparé correctement pour venir dans cette bataille-là, puisque les troupes qui vont se battre ici ne sont plus les mêmes troupes qui sont arrivées en Normandie auparavant. C'est une relève qui arrive, qui a été formée en très très peu de temps. Donc on a beaucoup de soldats qui sont inexpérimentés, on en a certains qui ne sont pas, qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas engagés volontaires, qui ont été vraiment en relais de force, dans l'espoir de pouvoir libérer l'Europe. Qui vont se retrouver là et qui ne vont pas forcément savoir ce qu'ils font ici et pourquoi ils sont vraiment ici. C'est ce qui fait aussi l'importance d'une exposition comme celle-ci. C'est vrai que quand on pense à la libération, on voit surtout le débarquement et puis finalement l'arrivée à Paris et l'image symbolique aussi du nid d'aigle détruit. Et finalement, c'est des combats comme ça qui ont aussi joué la libération de la France à l'époque. Hein. Totalement, totalement. Alors c'est aussi pour ça qu'on a bien accentué cette idée de combat oublié avec le titre de l'exposition, voilà. Les héros oubliés. C'est quelque chose dont on ne parle jamais, les combats de Moselle, les combats de Metz, alors que c'est essentiel pour l'histoire de France. Après Metz, on réussit à dépasser la frontière. Le Gauleiter Bürkel décrète que l'armée allemande ne pourra plus revenir en arrière, ne pourra plus reprendre du territoire sur l'espace français. C'est là, en fait, c'est ce moment-là qui fait craquer vraiment l'armée allemande. Et on a oublié tout ça, on n'en parle jamais. Or, les Américains, eux, continuent à parler de ces combats-là. Donc, on voit aussi une différence d'interprétation, une différence d'appréciation des choses. Et c'est dommage, parce que justement, ici comme ailleurs, comme dans l'ouest de la France, on a eu vraiment beaucoup de gens qui se sont sacrifiés pour ça, ce qui explique notamment à Saint-Avold le fameux grand cimetière militaire américain, dans lequel quasiment tous les soldats qui ont péri ici sont enterrés. On va peut-être rendre hommage aussi aux associations peut-être ou à l'association qui vous a aidé, parce que je crois qu'elle est un petit peu au départ aussi du projet, non, si je ne me trompe pas. Alors elle a une part active, très active dans le projet. Elle est venue nous trouver il y a quelques années de ça pour voir ce qui était possible de faire. Déjà dans un premier temps pour créer un parcours de mémoire que l'on peut visiter entre la commune de Corny et la commune de Dorno, qui reprend point par point, étape par étape, l'histoire des combats, voilà, avec un minutage, avec des documents qui sont exposés, qui sont présentés sur des panneaux didactiques, et puis qui est également, pour cette exposition-là, l'une des prêteuse principale pour pouvoir montrer, illustrer l'histoire de ces combats-là. Donc l'association s'appelle Thanks GIs et c'est une association qui a pour but vraiment la défense de la mémoire de ces soldats qui ont combattu et également la recherche historique, puisque régulièrement des membres de l'association se rendent aux États-Unis pour faire des recherches documentaires dans les archives de l'armée américaine à Washington et reviennent en France avec des documents complémentaires et des informations complémentaires. Voilà. Dernier point, mais quand même c'est très important, c'est aussi un hommage, pardon, je suis en train de me perdre, à un grand dessinateur de bande dessinée de comics américain qui s'appelle Jack Kirby. Je vous laisse nous en dire un mot parce qu'on va rencontrer Frédéric qui est aussi passionné de bande dessinée, qui nous parlera un peu de sa carrière, mais c'est incroyable, encore une fois, on se dit, déjà il y a eu cet événement de la guerre, mais il y a aussi une vedette quelque part de l'art de la bande dessinée qui est passée par ici. Oui, tout à fait. Alors, justement, Jack Kirby, c'est une figure phare des comics, c'est le The King of Comics, comme on l'appelle communément dans cet univers. C'est l'inventeur de Captain America, il le réalise en 1940, c'est la mascotte des troupes américaines. Et Kirby se sent tellement impliqué grâce à son personnage de Captain America qu'il décide de s'engager dans l'armée et de combattre aux côtés des soldats qu'il soutient grâce à son personnage. Et c'est comme ça qu'il se retrouve, après un passage rapide en Angleterre pour une formation assez sommaire du maniement des armes, qu'il se retrouve parmi les troupes qui ne débarquent pas en Normandie, mais qui sont amenées ensuite dans la France de l'intérieur pour pouvoir avancer avec l'armée Patton et pour pouvoir combattre l'ennemi, tout simplement. Et Kirby, en fait, a été extrêmement sensibilisé par cette bataille. Il y a perdu des amis. Dans l'exposition, on montre également qu'il a été blessé, qu'il s'est retrouvé hospitalisé, qu'il a réalisé quelques dessins, quelques portraits de ses camarades qui se sont retrouvés dans le même état que lui.
Et surtout, il va vivre ça comme un véritable traumatisme, traumatisme qu'il va vouloir exprimer ensuite, en créant notamment la série de comics Les Losers, qui sont traduits pour la première fois en français cette année. Donc en même temps, c'était pour marquer le 100e anniversaire de la naissance de Kirby que les maisons d'édition ont décidé de faire ça. Et puis surtout, qui va ensuite l'entraîner dans son processus créatif à créer d'autres personnages qui seront toujours extrêmement marqués par les faits d'armes qui se sont passés ici ou ailleurs dans le monde. Puisque Kirby va aller au-delà de l'histoire de la libération de la France, il va utiliser également tous les conflits mondiaux pour mettre en scène ces héros qui sont épris de liberté et qui veulent absolument que la démocratie s'instaure partout. Et ça, c'est intéressant, permettez-moi, mais simplement, on réduit toujours les comics à des choses pour les gamins, mais il y a toujours un contexte quand même derrière si on prend la peine d'analyser un petit peu, quoi, tout simplement. Complètement. Et la bataille de Dorno, en fait, dont on parle ici, est évoquée de manière très très claire dans les Losers. De même que l'arrivée dans Metz est également mise en avant dans un des Losers. On ne parle pas, on ne cite pas le nom de la ville pour ne pas la situer géographiquement, pour que le lecteur puisse se sentir libre d'imaginer les combats où il le souhaitera. Mais il y a des références dans la bande dessinée qui montrent clairement que la situation se passe en partie ici. Voilà, Laurent, une exposition tout à fait passionnante, un auteur tout à fait passionnant à découvrir ici au musée de la guerre de 1870 et de l'annexion. Jusque quand l'exposition? Jusqu'au 15 décembre. Voilà, et je me permets, ça permet aussi ensuite d'aller à Dorno et on voit à peu près les mêmes bâtiments, les mêmes choses, hein, si on veut vraiment faire une visite de la région. On voit complètement vraiment le Dorno tel, enfin, je ne vais pas dire tel qu'il était, ça a évolué depuis 1944, mais le contexte, les petites ruelles existent toujours et on peut essayer d'imaginer justement l'ampleur des combats qui se sont passés là-dedans en se disant que vraiment il n'y avait aucun moyen pour l'armée qui était dirigée par Patton. Vous parliez de fou tout à l'heure, avec la guerre 14-18, voilà, le hasard veut que Patton est passé par deux fois à Dorno, la première fois pendant la guerre 14-18, la seconde fois en 1944, et que oui, justement, on se dit vraiment que les soldats qui se sont battus là, les survivants sont rescapés, mais vraiment de très très peu. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui les retenait à la vie. Bonjour, je suis Frédéric. Donc, je vais vous parler un petit peu de la carrière de Jack Kirby qui fait l'objet d'une partie de l'exposition aujourd'hui. Et donc Jack Kirby est mentionné parce qu'il a vécu la bataille de Dornon-Corny et l'a rapporté en partie dans son œuvre Les Losers, qui raconte alors des histoires de fiction qui ont lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en partie sur certains numéros dans cette édition qui rapportent des faits qui se rapprochent très fortement de son vécu lors de la guerre. Alors, qui est Jack Kirby et pourquoi est-ce qu'on l'appelle The King of Comics? Jack Kirby est né en 1917. D'une famille juive new-yorkaise à Brooklyn et il a très tôt eu beaucoup d'intérêt pour le dessin, l'art et il a entamé une carrière assez facilement pour des différentes maisons d'édition dans sa jeunesse, notamment Atlas Comics qui est une maison qu'on connaîtra plusieurs années plus tard sous le nom de Marvel Comics et dont Jack Kirby sera un des piliers. Donc il a commencé sa carrière avec quelques petites publications et évidemment il a explosé en 1940 lors de la création de la bande dessinée Captain America. Alors on a une réédition ici. Donc une bande dessinée qu'il a créée avec son partenaire Joe Simon, avec lequel il va travailler de longues années. Et donc Captain America est un succès immense dès 1940 aux États-Unis. Alors on peut considérer que c'est une bande dessinée de propagande, hein, puisque évidemment Captain America combat en personne Hitler. Et pour les gens qui ont vu le film de Marvel, il y a toute une séquence qui est en fait basée sur la couverture du premier Captain America, qui était destinée à en faire remonter le moral de la population qui s'apprêtait à entrer en guerre. Alors, ce n'est pas de la propagande d'État, hein, c'était de la propagande populaire. Il y avait énormément de bandes dessinées qui mettaient en scène des héros aux couleurs du drapeau qui étaient destinés en fait à aller combattre les nazis et puis plus tard les armées japonaises dans le Pacifique. Et donc, c'est des bandes dessinées qui ont eu un succès immense qu'on ne pourrait pas imaginer maintenant, puisque on est monté à plusieurs millions
d'exemplaires vendus pour ces bandes dessinées. Donc, ce qui a permis aussi à Kirby et à Joe Simon de devenir de vraies stars dans le domaine, mais aussi un petit peu dans la population. Donc, lorsque Jack Kirby a débarqué entre guillemets en France en 1944, il était déjà un illustrateur fort connu et donc fort reconnu aux États-Unis. Alors, je n'ai pas d'exemple pour la phase suivante de sa carrière qui a été dans les années 50. Il a beaucoup travaillé, alors il y a eu beaucoup de phases de succès aux États-Unis, des séquences de succès sur différents genres de bandes dessinées. Donc on a toujours été obnubilé un peu par le super-héros, mais dans les années 50, les super-héros, ça ne marchait pas. Ce qui marchait, c'était les bandes dessinées à l'eau de rose, avec les belles histoires d'amour. Et donc Kirby et Simon ont bossé beaucoup sur ces histoires de romance, un peu comme on connaît des romans à l'eau de rose maintenant, donc illustrés. Et puis également des histoires de guerre. Alors la bande dessinée Les Losers, qui est présentée ici, est une bande dessinée qui est parue en 1970, mais il faut savoir que dès 1950-55, Jack Kirby était déjà auteur de bandes dessinées qui relataient des aventures de vétérans et qui étaient destinées à raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale aux jeunes lecteurs. Et ça avait énormément de succès. Alors une troisième phase de la carrière de Kirby, c'est après diverses mutations, non pas de Kirby, mais de l'édition de la maison d'édition Atlas Comics, qui est devenu Timely Comics, qui est devenu Marvel Comics. Donc on a eu dans les années 60 l'explosion, alors qu'on connaît maintenant au cinéma, mais qui a existé dans les années 60 aux États-Unis, avec les comics Marvel et donc l'association avec l'inénarrable et superstar Stan Lee. Alors c'était des collaborations qui étaient assez floues, c'est-à-dire que qui écrivait, alors qui dessinait c'était assez facile à savoir, mais qui écrivait, qui créait les personnages, c'était pas toujours très clair. Stan Lee s'est fort bien présenté comme scénariste, mais c'était des bandes dessinées. Alors là on est un peu au top de la période comic book Marvel de Stan Lee. Alors ici on a les Fantastic Four. Et donc on a vraiment là des choses qui sont typiques de son style en termes de dessin, avec des personnages très campés, un ancrage, alors c'était pas lui qui faisait l'ancrage nécessairement, mais c'était un ancrage très, très propre et très solide, avec beaucoup de reflets et de choses comme ça. Et c'était typiquement le style Kirby. Alors ici, vous avez un personnage dont vous allez entendre parler dans les mois qui viennent au cinéma, qui est la Panthère Noire, The Black Panther. Sachez que c'est le premier super-héros afro-américain qui a été créé par Stan Lee et Jack Kirby. Et donc c'était assez révolutionnaire. Bon, ça ensuite, c'est tout le rôle du comic book et de commentaires et de développement dans toute la partie société des États-Unis. Alors une dernière chose, par exemple, c'est assez typique, alors ça vous avez dans ce volume une reprise aussi de la saga de Galactus, et c'est simplement, alors je ne sais pas si je vais retrouver une page facilement, mais c'est toute son approche de la technologie, où on a alors des machines à la Kirby qui sont des classiques et qui vont prendre une forme très forte. Je ne sais pas si Romain va pouvoir me suivre, mais par exemple, vous avez dans les années 70, donc très peu de temps après, vous allez arriver sur ce genre de graphisme de Kirby qui est complètement donc technologique et avec beaucoup de reflets, choses comme ça. On retrouve ça ici également dans ces planches. Alors les planches qui sont très belles ici, qui sont exposées, sont toutes des années 70. Et là, donc on est, alors c'est pas la dernière phase de la carrière de Jack Kirby, mais c'est une phase où il atteint un certain sommet. Alors, c'est surtout au niveau graphique et au niveau du style, où là, on va se retrouver. Alors, on est de retour avec Captain America dans les années 70, avec une petite guest star ici. Et donc, vous avez, là, c'est vraiment typique. Alors là, on est pratiquement dans les planches de pop art, ultra dynamique, avec quelque chose qui est encore plus développé que ce qu'on avait dans les années 60.
dans les 4 Fantastiques. Alors là, on a des planches qui sont très sévères, hein, avec 6 cases. Donc là, on arrive à un certain sommet, on va dire, en termes de structure. Alors c'est pour ça qu'on l'appelle le King, hein. C'est notamment en partie à cause de la longévité de sa carrière qui a été extraordinaire, une influence totale sur le genre. Du super-héros. Alors les États-Unis n'ont pas réussi à sortir du genre de super-héros du tout. Hein. Depuis ces années, on continue à permuter, toujours faire à peu près la même chose. Donc c'est vrai qu'on trouve aussi l'originalité beaucoup dans les auteurs. Et Kirby, alors il n'était pas tout seul, hein. Il y a eu plein de gens, c'était une vraie explosion, les années 40, mais aussi les années 60, et surtout les années 60. Et puis le début des années 70, on a eu vraiment les gens qui ont campé toute la grammaire, tout le style graphique de la bande dessinée. Et puis, bon, pour terminer, ça c'était les œuvres un petit peu beaucoup plus personnelles. Alors c'est pas une très belle réédition ici en noir et blanc pour une bande dessinée en couleur à l'origine, mais toute la partie New Gods, qui était chez DC Comics, mais qui était un univers complètement à part ou très à part de l'univers des super-héros traditionnels. Et là, il y a un petit côté de Kirby qui est intéressant, c'était un peu sa passion pour... Enfin, c'est pas une passion, on la soupçonne pour l'influence extraterrestre dans le développement de l'homme, et donc tous les bouquins de von Daniken à l'époque, qui a construit les pyramides, Et donc tout ce côté New Gods et tout ce côté... un peu être divin, hyper technologique, c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'influence dans la carrière de Kirby. Et même quand on regarde les dessins Inca, qui ont été pas très bien interprétés pour emmener vers ces théories, on retrouve dans ce que je vous montrais tout à l'heure, typiquement des choses qu'on va retrouver dans des gravures ou des bas-reliefs Inca. Donc, il y a eu beaucoup d'influence aussi à ce niveau-là. Voilà, alors Jack Kirby, c'est le parrain, le grand-père, le père, la maman, le tonton de toute la BD américaine. Vous trouverez encore maintenant des auteurs qui continuent à dessiner ou à s'inspirer, au moins peut-être pas dessiner comme lui, mais à s'inspirer de lui, non seulement sur le type de personnage, comment on les dessine, mais aussi comment on fait une page de bande dessinée de super-héros dans la dynamique qui est toujours l'obsession du dynamisme et de la réussite, on va dire, de la rapidité de l'histoire. Et nous voici à Corny-sur-Moselle, où ont lieu d'importants combats qui étaient destinés à traverser la Moselle et auxquels ont participé Jack Kirby. Lors de sa mobilisation en France, à partir de 1944, Jack Kirby aurait été repéré par ses supérieurs. Il était déjà célèbre depuis pas mal d'années en raison des bandes dessinées qu'il avait publiées et qui se vendaient à l'époque à des millions d'exemplaires. Hein, donc c'était bien au-delà de ce qu'on a maintenant. On aurait utilisé ses talents donc, pour faire le job d'éclaireur. Alors évidemment, ce n'est pas du tout certain que ça soit un dessin de lui, mais on peut fort imaginer qu'on l'a envoyé réaliser ce genre de schéma qui permettait de voir un petit peu les distances et puis tous les objets utiles pour l'avancement des soldats sur le terrain. Et on peut s'imaginer que la tâche était fort dangereuse puisqu'il s'agissait pour l'éclaireur de s'avancer grandement sur le terrain. Et donc cet îlot a été inauguré le 11 septembre 2016 afin de commémorer la mémoire de Jack Kirby. Et on peut voir de bons exemples ici, en particulier des bandes dessinées qu'il a réalisées dans les années 50. Donc des bandes dessinées dont l'argument publicitaire était qu'elles avaient été préparées, écrites et dessinées par des vétérans de la guerre et qui ont eu un énorme succès. Alors on peut voir sur les cases de la bande dessinée qu'on était quand même à la recherche d'un réalisme important et d'éléments biographiques qui permettaient aux lecteurs de pouvoir se mettre à la place des auteurs.